Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue à RFM, il est midi, le grand journal. À la une, la rentrée scolaire 2024-2025, le 3 octobre pour les enseignants, le 7 pour les élèves. Hier, le Premier ministre a insisté sur le port vestimentaire des élèves. Ousmane Sonko a convoqué la Constitution pour mettre l'accent sur l'aspect inclusif de l'école sénégalaise. Des propos qui semblent remettre au goût du jour le voile. Reportage à suivre. Le drame de l'immigration irrégulière à Mbour. Hommage aux victimes. Journée de prière ce vendredi. Marche silencieuse demain samedi. Jim Dramé, nouvellement nommé directeur des affaires religieuses, première déclaration, il compte, dit-il, œuvrer pour la cohésion entre les religions et les confréries et pour cela, il dit vouloir faire du dialogue son arme. A-t-elle Alliance pour la transparence des élections, une nouvelle coalition de l'opposition qui regroupe plus de 100 partis et organisations politiques? Dans la forme et dans le fond, des analystes politiques font le diagnostic de cette nouvelle plateforme de lutte qui rappelle le FRTE, le Front pour la régularité et la transparence des élections, c'était dans le passé. Boubacar Dian sera avec nous pour le journal international, Malal Dian Junior pour les actualités sportives et Seydou Nourouba pour une lecture de la presse du jour. Point de vue, conseil interministériel sur la rentrée scolaire hier, débat tout à l'heure avec nos deux intervenants sur les 30 mesures annoncées pour une bonne année scolaire 2024-2025. Amadi Ndiaye est à la technique, bienvenue. D'abord, le port vestimentaire à l'école. La question a été encore évoquée par le Premier ministre hier lors du conseil interministériel consacré à la rentrée scolaire. Ousmane Sonko évoque l'aspect inclusif de l'école pour en quelque sorte dénoncer l'interdiction du port du voile. Certains Dakarois approuvent la sortie du Premier ministre. Un reportage de Ndoumbe Diop à suivre tout à l'heure. Parmi les 30 mesures annoncées hier lors du conseil interministériel consacré à la rentrée scolaire, il y a la question liée aux équipements scolaires. Et sur ce, le Premier ministre a annoncé l'acquisition de plus de 70 000 nouvelles tables bancs dans le cadre du projet de mobilier national. Une annonce bien accueillie à Kermassar par le cadre des organisations professionnelles artisanales du département qui travaillent pour une valorisation de la production locale. Ces artisans en ont profité pour demander aux autorités d'augmenter le budget du mobilier national, ce qui à leurs yeux pourrait participer au développement du secteur. Mamadou Sey, membre du cadre. Nous saluons la sortie du Premier ministre concernant la valorisation de la production locale, surtout dans le cadre du secteur de l'artisanat. Nous l'encourageons aussi sur sa démarche concernant le mobilier national. Et nous aimerions bien aussi voir ce gouvernement-là valoriser le mobilier national, d'augmenter aussi son budget pour qu'il puisse aller au-delà que nous attendons ce mobilier national. Parce que depuis un certain temps, on a constaté que dans ce pays-là, il y a beaucoup d'importations. L'importation sur les meubles, le textile, la friperie, les chaussures, l'importation sur tout. Notre secteur commence à perdre son terrain, qui est le secteur de l'artisanat. Aujourd'hui, le Premier ministre donne des instructions sur les tenues scolaires, alors que l'année académique va démarrer à partir du mois d'octobre. Donc, ce qui devait se faire avant, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Sur les tenues scolaires aussi, nous disons au Premier ministre que les tenues scolaires peuvent être même des ensembles avec des chaussures en tant qu'artisan, en tant qu'aussi membre des cadres des organisations professionnelles du département de Kermassar qui travaillent pour le développement du secteur de l'artisanat au niveau du département de Kermassar aussi, que l'État fasse des actes. Et puis le port vestimentaire à l'école, je vous rappelle que la question a été encore évoquée par le Premier ministre hier lors du conseil interministériel consacré à la rentrée scolaire. Ousmane Sonko évoque l'aspect inclusif de l'école pour en quelque sorte dénoncer l'interdiction du port du voile. Certains Dakarois approuvent cette sortie du Premier ministre. Reportage Ndeye Ndoumbe Diop. L'interdiction du port du voile dans certains établissements scolaires est fustigée par ce jeune du nom de El Hadj Mané. La mesure annoncée par Ousmane Sonko est à saluer. Les écoles doivent donner des cours aux élèves, mais pas d'interdire le port du voile dans leur établissement. Si un parent est confronté à une telle situation, il n'a qu'à chercher une autre école pour son enfant. Mariama Diallo, une fille voilée, salue la décision
décision du Premier ministre Ousmane Sonko, car selon elle, certaines filles sont parfois obligées d'enlever leur voile sur instruction de leur responsable d'établissement pour pouvoir poursuivre leurs études. Pour dire vrai, parce que elles sont prêtes à enlever leur voile tout simplement pour leurs études. Loolu la ko man franco-arabe ci façon laa doon jàngee instant maa ngi bëgg dem école français. waaw mais da ngay hésiter ndax sa voile. école boobu je ne pense pas que am nañu interdiction boobu de je pense pas mais am na école yu bëri comme école chrétien yi tamit ñooñu dañuy interdire voile yi daal y en a beaucoup d'écoles qui font ça et élèves yu bëri aussi léegi dañoo bëgg muur. Ce vendeur de café Touba rencontré à la rue Neuve estime que le rôle des établissements scolaires devrait se limiter à dispenser des cours aux élèves, quelle que soit la tenue. La mesure annoncée par Ousmane Sonko est à saluer. Les écoles doivent donner des cours aux élèves, mais pas d'interdire le port du voile dans leur établissement. Si un parent est confronté à une telle situation, il n'a qu'à chercher une autre école pour son enfant. L'interdiction du port du voile dans certaines écoles a suscité une polémique au Sénégal. Reste à savoir si les mesures annoncées lors du Conseil interministériel consacré à la rentrée scolaire auront l'effet escompté. RFM 94.0, la radio en puissance. Mbour, hommage aux victimes de l'émigration irrégulière, journée de prière ce vendredi, suivie d'une table ronde demain samedi au quartier Tchossé Est. Une marche silencieuse est également prévue demain dans la matinée. Objectif, sensibiliser les jeunes, mais aussi et surtout attirer le monde entier sur la situation alarmante que vit le département de Mbour. Mbour est devenu un lieu de départ privilégié des clandestins à destination des îles Canaries. La lutte contre l'émigration irrégulière, justement, plusieurs jeunes formés à Kaffrine, une initiative de la Chambre de commerce dans le cadre du projet d'appui à l'insertion des jeunes du monde rural. Là-dessus, nous écoutons Ababakar Diop, assistant technique à la Chambre de commerce de Kaffrine, au micro de Ndeye Awabey. C'est pour faciliter la relation entre les secteurs privés et les bénéficiaires. Par exemple, on a fait le maraîchage, la grande culture, embauche de bovins et aviculture. Et tous ces jeunes qui ont bénéficié à cette formation auront une possibilité de les mettre dans le marché pour avoir la facilité de vendre leurs produits lorsqu'ils sont en phase de terminalisation. Chaque journée, c'était 60 personnes, ce qui fait 240 jeunes qui ont été formés en renforcement de capacité dans leurs filières concernées, en agriculture, en élevage, en aviculture et en maraîchage et tout ça. L'objectif de la convention qu'on a signée, c'est la formalisation et l'accompagnement des jeunes et la coaching pour qu'ils puissent avoir une bonne gain de cause. Après Touba, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le docteur Cheikh Tidiane Dièye, était à Kaolack ce matin. C'était pour s'enquérir de la situation après les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville, plutôt mardi dernier. Cheikh Tidiane Dièye note une nette amélioration dans le système de pompage des eaux de pluie. Il annonce également d'autres mesures ainsi qu'une assistance aux sinistrés. Le voici avec Fatumbo. De venir observer et évaluer la situation. C'est ce qui a causé ce que vous avez vu à Touba avec 140 mm et à Kaolack il y a eu 147 mm suivi de 16 mm et de 20 mm hier. Ce qui fait presque au total un peu moins de 200 mm en une semaine. Ça fait beaucoup d'eau. Donc du coup beaucoup de quartiers sont en difficulté. Il fallait aller là-bas auprès de ces populations, leur amener le témoignage de solidarité et de soutien du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement pour leur dire que nous sommes à côté et que nous allons. Et le plan d'action qu'on avait mis en place avant l'hivernage, il y a des problèmes, mais qui ont été considérablement atténués dans certaines parties de la ville. Et c'est cela que nous sommes en train de suivre. Et là où il y a des difficultés, parce qu'il y en a, nous allons mettre à disposition tout l'équipement nécessaire. Il y a des hommes comme Tchofak Bambara où on nous a dit qu'en plus du dispositif de pompage des sapeurs-pompiers qui a été donné, ils ont encore besoin de motopompes de petite dimension. Donc dès mon retour à Dakar, nous allons leur envoyer le lot nécessaire de motopompes et de carburant pour qu'ils puissent continuer à faire ce travail considérable. Le ministre de la Santé, avec qui j'étais à Touba hier, il saura qu'est-ce qu'il pourra mobiliser en termes d'appui au niveau des structures sanitaires de Kaolack, pour aussi, avec le service national de l'hygiène, pour le saupoudrage et la désinfection des sites ou des gîtes larvaires qui pourraient causer des paludismes. Madame le ministre aussi de la Solidarité a un fonds d'urgence de riposte qui sera mis en branle en partenariat sans doute avec la mairie pour voir les populations qui sont le plus dans des difficultés pour qu'elles puissent venir aussi donner des petites enveloppes d'appui d'urgence pour pouvoir les aider. Dès que les enquêtes seront faites pour identifier les sinistrés, elle pourra faire les enrôlements pour venir aussi
donner des appuis nécessaires, donc correctement. Cher Tidiane Dièye, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, je rappelle qu'il était à Kaolack ce matin. Nous restons là-bas justement à Kaolack, mais on sort de la commune. Direction Ndiébel. Ndiébel, une localité qui vit un manque d'eau. La situation est devenue alarmante. Les autorités municipales imputent la responsabilité au fermier Flex Eau et réclament son départ. Latir Badiane, le premier adjoint au maire. De la situation qui prévaut dans cette commune composée de 28 villages, plus les hameaux. Je voudrais vous informer que la plupart de ces villages sont confrontés à un problème lié à un manque d'eau depuis plus de 5 jours. Et aujourd'hui, les populations sont orientées vers les puits ou bien s'en profitent des eaux de pluie pour se ravitailler en eau. Et ceci, tout le monde sait que c'est des risques qui peuvent affecter la santé de la population. Donc tout ce que nous réclamons ici, c'est le départ de Flex Eau, qui ne se soucie pas des problèmes de la population. Depuis plus de 5 jours, il ne peut pas nous trouver une solution à nos problèmes. Et ceci est un manque de respect. Donc nous lançons un appel à toutes les autorités compétentes de nous aider à vraiment régler le problème qui prévaut dans cette commune. Parce qu'il n'y a pas 6 mois, le même problème a été vécu par les populations. Latir Badiane, premier adjoint au maire de Ndiébel. Et puis notez que le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, rencontre les acteurs du processus électoral demain samedi. C'est pour discuter de l'organisation des élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. Justement, parlant de cette élection, de ces élections anticipées, une nouvelle alliance pour la transparence des élections est née. Il s'agit de Atel. Cela fait donc, ce fait n'est pas nouveau selon le GRADEC qui soutient qu'il y a eu des résultats avec les précédentes alliances. Selon Babacar Dione, analyste politique, cette nouvelle alliance reste fermée aux partis politiques et qu'elle devrait faire mieux, donc de s'élargir. Un dossier réalisé par Seydou Nourouba. Des alliances pour des élections transparentes au Sénégal, ce n'est pas nouveau. Babacar Fall, du groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance. Bien que dans les années 1990, un tel cadre déjà avait existé avec le collectif des 19 qui avait porté le combat pour la réforme du code électoral et ce qui avait donné comme résultat le code consensuel de 1992. Par la suite, en 2000, on a vu donc des cadres comme le Front pour la régularité et la transparence des élections qui ont été mis en place par les partis donc d'opposition pour, disons, faire face donc au Parti socialiste. Et comment peut-on comparer à telle alliance pour la transparence des élections à celle précédente, toujours dans la même logique? Babacar Dione, directeur de publication de l'I Quotidien. À la grande différence, moi je me rends compte que cette alliance ne comporte apparemment que des partis politiques, des représentants de partis politiques et de l'opposition aussi. Avant, on pouvait voir la société civile, si ce n'est que pour la transparence des élections. Je vois pas comment des partis de l'opposition ont pu quand même créer une alliance pareille sans pour autant impliquer peut-être l'opposition ou l'élargir, en tout cas l'élargir à la suite. Alors donc ça ressemble beaucoup plus à une coalition de l'opposition, à une alliance de l'opposition. Et aujourd'hui, vous avez entendu même certains penser que ça peut aller jusqu'à une grande coalition de l'opposition par rapport aux élections législatives. Faudra-t-il alors s'attendre à un résultat probant avec l'Alliance pour la transparence des élections? Babacar Fall. On se souvient qu'à travers ces regroupements, donc il y a eu des batailles qui ont été menées, par exemple, pour l'audit du fichier électoral, et ça a donné des résultats. Dans les années donc 2010-2011, il y a eu l'audit international du fichier électoral, qui a donné naissance au comité de veille pour la mise en œuvre des recommandations de la mission d'audit. Il y a eu également d'autres regroupements qui ont travaillé, disons, autour des questions liées au dialogue politique, afin, disons, d'amener le pouvoir à, disons, réformer certaines dispositions donc, du code électoral. Alors, on vient d'assister à la mise en place d'un nouveau cadre. Réussir, elle ne va pas réussir. Ça, je pense que l'avenir donc nous le dira. À moins de 2 mois, législative, pourra-t-elle s'atteler à des élections transparentes? L'avenir nous édifiera. RFM, la radio de toute l'actualité.
La suite du journal avec ce chapelet de doléances des éleveurs de la région de Diourbel, vol de bétail, manque d'aliments, tracasseries sur la route du Mali, entre autres, une situation qui de plus en plus plombe le secteur et c'est pourquoi ils interpellent les nouvelles autorités dans cette correspondance signée Babacar Diouf. Notre salut passe par la présence de bons vétérinaires, une bonne quantité d'aliments de bétail et la réduction du vol de bétail. Ce sont nos seuls problèmes. Ces complaintes du président des éleveurs du département de Diourbel ne sont pas les seuls problèmes des éleveurs. Ces professionnels de l'élevage subissent des tracasseries sur la route du Mali. Il y a quelques semaines, le Mali nous demandait 45 000 francs comme taxe. Mais maintenant, pour en sortir, il faut débourser 150 000 francs. C'est faramineux. Ils sont aussi loin d'être rois dans leur propre pays du fait de tracasseries douanières. Sur la route, nous rencontrons d'énormes difficultés avec les douaniers et les policiers qui nous demandent à chaque arrêt 5 000 francs. Autant de raisons qui les ont poussés à demander considération et respect des nouvelles autorités. Donc j'espère quand même que l'État doit prêter attention, qu'ils sont arrêtés de réflexions intellectuelles qui ne correspondent pas avec nos réalités. Il faut faire très attention. Voilà ce que je veux dire. Mais on ne peut pas dire que les éleveurs, ils ne sont pas des intellectuels. Donc on devait demander des experts à la place des éleveurs. Non, vraiment, c'est des choses qui me font mal. Je dis tout à l'heure, beaucoup de bêtes venant du Mali. Donc dans notre pays, il n'y a pas de bonne organisation foncière. Ismaël Sow, le président national des éleveurs du Sénégal, était en tournée dans le Baoul pour s'enquérir des difficultés des éleveurs de la région de Diourbel, Bombay. RFM Babacar Diouf. Biti, une localité située dans la zone des Palmiers, commune de Djignaki. Nous sommes dans le département de Bignona en Casamance. La localité jadis estampillée zone rouge est aujourd'hui devenue fréquentable, ce depuis 2020 à la faveur du retour au calme. Seulement Biti est dépourvu de services sociaux de base, mais les populations multiplient les initiatives pour attirer les investisseurs. Et la Minba, c'est pourquoi elles sollicitent l'aide des autorités. C'est en 2021 que les autorités, à la faveur d'un retour au calme, ont retiré le village de Biti de la zone rouge dans laquelle il était classé. La localité est devenue maintenant fréquentable. Le retour des combattants dans la ville civile devenue une réalité. Malam Badji, habitant de Biti. Depuis 2021, la zone a été déclarée par l'ancien gouverneur de Ziguinchor, Guédi Diouf. Comme maintenant c'est une zone qui est devenue verte. La zone était devenue verte depuis 2021. Quand nos frères combattants de Djakaï avaient décidé de déposer les armes, toute la zone avait soufflé vraiment un bon vent. Aujourd'hui, ils ont intégré la vie civile. Mais cette nouvelle dynamique qui s'installe à Biti peine à produire les effets escomptés du fait de l'insuffisance quasi totale de services sociaux de base. Il n'y a pas de route. Il y a un manque d'eau. Nous avons aussi le manque d'électricité. C'est pratiquement le problème de Biti. C'est le même problème de tous les villages de la zone des Palmiers. Nous réclamons à l'État du Sénégal de nous venir en aide, surtout dans le cadre du désenclavement. En attendant une réaction des nouvelles autorités sur ces doléances, les populations développent des initiatives symboles de brassage pour attirer les investisseurs dans la zone. Donc c'est pourquoi nous avons décidé cette année d'initier ce tournoi qui regroupe 8 ASC. À l'image de Biti, beaucoup de localités de la zone des Palmiers ne sont plus sous l'emprise du conflit. Mais le déficit de services sociaux de base ralentit considérablement les initiatives de développement économique et social. La Minba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Midi 19 minutes, je vous l'annonçais en titre, le tout nouveau directeur des affaires religieuses, Jim Dramé, entend œuvrer pour la cohésion entre les religions et les confréries au Sénégal et pour cela il appelle à privilégier le dialogue pour éviter des polémiques comme celles actuellement notées dans le pays. Jim Dramé, des propos recueillis par Eladji Ndiogou-Diène. Je compte travailler avec fidélité concernant les cultes parce que là il faudrait parler de culte avec S et un grand C. Donc ce sera Inch'Allah, je reste convaincu qu'avec l'accompagnement de tout le monde on pourra faire un bon travail, je le pense bien. Votre nomination intervient dans un contexte de polémique avec les affaires Cheikh Omar Diagne et le port du voile à l'école. Comment vous appréciez cette situation et qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ces affaires?
Inch'Allah, notre travail, notre direction, ce sera une direction qui va se fédérer et travailler pour garder le modèle sénégalais de vivre ensemble et essayer de travailler pour une fédération, pour une compréhension mutuelle et voilà, je crois que ça fait partie de notre mission, donc de travailler, beaucoup travailler pour la paix, pour la stabilité, pour la paix sociale, pour la compréhension mutuelle, pour la compréhension sur tous les plans. Voilà, pour le moment, je ne peux pas avancer, mais notre souhait, c'est de travailler avec tout le monde, pour que la paix règne à tous les niveaux, au niveau donc entre les confréries et les religions. C'était donc Djib Dramé, le tout nouveau directeur des affaires religieuses. Ce qui nous amène à parler du Gamou de Ndiassane, le service d'hygiène à pied d'œuvre, des opérations de désinfection pour protéger les pèlerins du paludisme et de la variole du singe, surtout que des cas suspects ont été identifiés au Sénégal, à Sédhiou pour être précis. Cheikh Anta Diop. Des agents du service de l'hygiène de Thiès sont à Ndiassane. Des logistiques sont mobilisées pour des opérations techniques afin d'éliminer les germes qui peuvent reconduire à l'éclosion de certaines épidémies, surtout en cette période d'hivernage. Dans le contexte particulier, c'est d'abord l'hivernage. Vous voyez même qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de flaques d'eau au niveau de Ndiassane. Donc ça veut dire qu'il faut s'attendre à une prolifération de moustiques. Donc d'ici la célébration du Gamou. L'autre aspect, c'est surtout cette variole du singe qui continue également à s'étendre à l'échelle mondiale et principalement au niveau du continent africain. Donc c'est compte tenu de tout cela que nous avons reconduit exactement les mêmes activités au niveau de Ndiassane. C'est également la lutte antivectorielle qui nous permet vraiment de réduire la densité donc des moustiques au niveau de Ndiassane. Donc avec un effectif extrêmement important composé de 60 personnes venues principalement de la région de Thiès. Parallèlement à cela, capitaine Idrissa Ndiaye, chef du service régional de l'hygiène de Thiès, et ses hommes ont procédé au contrôle physique, chimique et bactériologique de l'eau potable. Aussi, c'est une activité que nous avons un peu inscrite dans la routine pour la couverture des événements religieux. Il y a une distribution de kits d'hygiène qui sera effectuée avec les organisateurs. C'est exactement les mêmes dispositions qui ont été prises dans les différents foyers religieux la semaine dernière, selon capitaine Idrissa Ndiaye. Par rapport au cas suspect éventuel de variole du singe, rien n'a été relaté. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Boubacar Dieng. Merci Barthélémy Goma. L'actualité internationale nous mène d'abord en Guinée. On en sait davantage sur le lieu de détention de l'ex-colonel Claude Pivy après son extradition vers Conakry. Et contrairement à certaines informations qui circulaient hier dans la journée après son arrestation au Libéria, l'ancien colonel guinéen est détenu à la prison de Koya. C'est à une cinquantaine de kilomètres de Conakry, la capitale. L'ancien fugitif Claude Pivy a été condamné à la perpétuité pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009. Yaya Kereba Kaba, ministre guinéen de la Justice, revient ici sur les raisons de l'incarcération de Claude Pivy à la prison de Koya. Claude Pivy actuellement a une santé extrêmement fragile. Et la maison d'arrêt de Koya est une prison toute neuve. Je procédais à la réception technique il y a un peu plus d'une semaine. Et cette maison centrale a, par rapport à toutes les maisons centrales de la Guinée aujourd'hui, toutes les commodités conformes aux normes internationales. Il a été reçu dans cette prison, d'abord pour le fait de son état de santé qui est précaire. Il est diabétique. En raison de tout ceci, il veut faire bénéficier de repos et d'un régime particulier et diabétique et des soins médicaux. Nous avons jugé utile et c'était le meilleur endroit. Yaya Kereba Kaba, ministre guinéen de la Justice, était au micro de nos confrères de RFI, Barthélémy Goma. Au moins une dizaine de personnes tuées en République démocratique du Congo. C'est dans de nouvelles violences entre milices en Ituri. La situation reste particulièrement tendue dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Plusieurs affrontements intercommunautaires ont eu lieu en Ituri en début de semaine. C'est un récit de Sodotiam.
Malgré la signature d'un accord en avril 2024, le cycle de violence a repris ces derniers jours entre les milices communautaires Hema et Lando. Le dit accord prévoyait la mise en place d'un programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Mais force est de reconnaître que le problème reste entier. Selon le MONUSCO, ces casques bleus ont été avertis jeudi matin, peu après 8 heures, d'une attaque sur le village de Ngele, situé à 1 kilomètre de 2 sites de déplacés. Avec des éléments de l'armée congolaise, les casques bleus sont intervenus et, après des échanges de tirs, ont réussi à repousser les miliciens de la Codeco, qui étaient venus en nombre. L'attaque sur le village a fait au moins 6 morts, selon des acteurs de la société civile. Depuis, les 2 camps de déplacés à proximité se sont vidés. Plusieurs centaines de civils ont trouvé refuge à une quinzaine de kilomètres de là, à Bulle, où se trouve une base militaire des Nations Unies. Taïwan, plusieurs perquisitions et auditions menées dans le cadre de l'enquête sur l'origine des bipeurs piégés, c'est ça? Du Hezbollah. Des bipeurs piégés du Hezbollah. Effectivement, Barthélémy Ngom, il s'agit de 4 sites dont le siège de Gold Apollo. 2 témoins dont le fondateur et président de l'entreprise ont été interrogés jusqu'à tard dans la nuit du jeudi au vendredi 19 septembre dans le cadre de l'enquête sur la fabrication et le sabotage des bipeurs du Hezbollah qui ont explosé et fait plusieurs morts et des milliers de blessés au Liban. Le dirigeant de l'entreprise taïwanaise Gold Apollo continue de l'affirmer. Il a bien autorisé BAC Consulting à utiliser sa marque pour distribuer des produits, mais il dément toujours toute responsabilité dans la conception et la fabrication des bipeurs piégés. Selon lui, les bipeurs retrouvés au Liban sont complètement différents de ses propres modèles et accuse son partenaire commercial de les avoir fabriqués de façon indépendante. Et toujours en plus bref, aux États-Unis présidentielles, bataille à distance entre les 2 candidats. Hier, Kamala Harris a participé à une émission en ligne organisée par l'une de ses plus célèbres supportrices, Oprah Winfrey. Cette dernière est une immense vedette des médias. La première femme noire milliardaire de l'histoire est en réalité probablement plus connue que Kamala Harris, la candidate démocrate. C'est cette notoriété que Oprah Winfrey décide de mettre au service de la vice-présidente qui doit encore se faire connaître pour de nombreux Américains. Et pendant ce temps, son rival était lui invité à un événement dédié à la lutte contre l'antisémitisme en Amérique. Événement organisé par 2 organisations de juifs américains. Donald Trump a mis en garde les électeurs juifs contre le danger que représenterait, selon lui, Kamala Harris pour Israël. Barthélémy, c'est la fin de cette page internationale. Merci beaucoup, Boubacar Dian. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, conseil interministériel sur la rentrée scolaire, débat tout à l'heure donc avec nos 2 intervenants sur les 30 mesures annoncées pour une bonne année scolaire 2024-2025. Nous serons avec Abdourahmane Gaye, secrétaire général de l'UDEN, l'Union démocratique des enseignants, membre du G7, et Siley Gorbalsi, le président de la coalition nationale, éducation pour tous. RFM Sport. Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. Le beach soccer d'abord, on joue la finale du championnat cet après-midi. À l'affiche à la plage de Yoff, l'équipe de Ngor contre celle de APLN. Une finale préparée par les 2 staffs de ces équipes donc pour essayer de remporter le titre de champion du Sénégal. Les coachs se sont entretenus avec Sodecham pour dévoiler un pan de leur stratégie pour cet après-midi. Sodecham a accompli tout cela. Champion du Sénégal, Ngor Almadi Beach Soccer va essayer de conserver son titre, mais il faudra venir à bout de l'équipe de APLN. L'entraîneur de Ngor s'attend à un match difficile, mais fait confiance à ses joueurs. El Haj Mamadou Ndoye. Oui, absolument. On veut bien conserver le titre. Ouais. On l'a voté comme tous les matchs, du championnat et des matchs de coupe.
APL est sorti premier de poule A, donc ça va être une finale inédite, quoi. C'est une belle équipe. De son côté, APLN, qui joue sa première finale de championnat de beach soccer, ne pense pas l'aborder en victime expiatoire, souligne l'entraîneur Ibrahim Abadji. C'est la première fois, c'est historique. On ne sait pas réellement à quoi s'attendre en finale. Néanmoins, on a nos armes, on a donc nos styles de jeu, et aussi on a nos ambitions qu'on va essayer d'exposer donc au niveau de cette finale pour essayer de surprendre l'adversaire en réalité. L'équipe d'Ongor est une grande équipe et en même temps il regroupe donc la plupart des joueurs de l'équipe nationale. Donc 5 des joueurs de l'équipe nationale. Et on a décelé un tout petit peu des points faibles que nous, on va essayer de voir comment les améliorer de notre niveau pour que ce soit des atouts. Et essayer de surprendre. Je pense qu'on vient en outsider. Mais néanmoins, je pense qu'on a notre mot à dire sur cette finale. Une finale qui s'annonce intéressante avec une équipe de Ngor qui va jouer sa 3e finale de championnat consécutive en attendant la finale de la Coupe du Sénégal. Mais l'outsider, APLN, compte bien saisir sa chance pour un sacre historique. La suite, Malal, la traversée Dakar-Gorée, les nageurs vont plonger ce dimanche. Ce sera pour la 35e édition de cette traversée historique Dakar-Gorée. Les hommes, les femmes, les enfants sont tous sur la ligne de départ pour participer à cette course mythique. Comment la Fédération sénégalaise de natation compte organiser tout cela? Les fédéraux étaient face à la presse ce matin. Le directeur technique de la fédération, Mam Thierno Diouf, a dit ces mots au micro de Mam Diarra Sadio. Sénégalais de natation et de sauvetage a organisé ce point de presse pour informer de l'événement qui va se tenir ce dimanche 22 septembre, à savoir la grande traversée Dakar-Gorée. Et il est important à l'approche de la traversée de parler également au public, de parler aux participants, de parler au monde sportif et d'expliquer également tous les tenants et les aboutissants de cette traversée, de cet événement annuel que la fédération organise et actuellement qui a un caractère international. Il s'agit d'expliquer également les moyens mis à disposition, à savoir la sécurité. Et la fédération accorde une très grande importance à la sécurité des participants à cette traversée, mais également au-delà même des participants, aux invités qui vont assister à cet événement. Et par rapport à la sécurité, c'est mis en parallèle avec l'effectif ou en tout cas le nombre d'inscrits. Donc présentement, l'heure où on vous parle, nous sommes à plus de 700 inscrits. Mais peut-être le jour J, il peut y avoir des désistements. L'année dernière, nous avons enregistré 628 participants et cette année également, en tout cas, on prévoit avoir un peu plus. Et puis la Coupe CAF Malal, le Djaraf qui joue ce dimanche à Thiès. La Coupe CAF avec la phase retour du deuxième tour préliminaire, le Djaraf de Dakar qui représente le Sénégal. Dans cette compétition, reçoit le Racing d'Abidjan à l'aller il y a une semaine. Les deux équipes s'étaient quittées sur un score nul et vierge. En France, on joue la 5e journée du championnat ce vendredi. Nice contre Saint-Etienne demain samedi. PSG Reims, les Parisiens en déplacement à Reims. Rennes reçoit Lens. Strasbourg joue contre l'équipe de Lille en Angleterre. Dimanche, on s'attend à un choc entre l'équipe de City contre Arsenal, le champion en titre contre son vice-champion. Alors que demain samedi, on aura West Ham-Chelsea, Fulham contre Newcastle, Bournemouth contre Liverpool, ce sera à Liverpool. Aston Villa qui joue contre les Wolves, l'équipe de Tottenham de Matar Sarr jouera contre Brentford Barthélemy. Merci beaucoup Malal Junior. Seydou Nourouba, bonjour. Bonjour. Législative anticipée du 17 novembre prochain, objet d'une discorde entre le pouvoir et l'opposition, a-t-elle une coalition qui regroupe près de 120 partis et organisations politiques dénonce dans l'e-quotidien un putsch électoral. En clair, ajoute le confrère, l'Alliance pour la transparence des élections se dit exclue du processus électoral. Baspi le jour constate que c'est la première fois au Sénégal que des partis de l'opposition sont exclus de l'élaboration du processus. D'où l'indignation de l'ATEL qui affûte ses armes, écrit Busby. L'opposition bat le rappel de troupes après l'info quotidien. Elle s'attelle à combattre les illégalités du processus électoral. C'est pourquoi reprend l'AS et l'appelle à un rassemblement le 27 septembre prochain, la place de la Nation. Sans parti et mouvement politique lance un bouclier pour la transparence. Ils exigent, selon la tribune, la tenue immédiate d'une véritable concertation en plus
plus, note le journal du groupe des médias, les leaders vont engager le pôle juridique à diligenter la saisine des organes judiciaires. Sur soi, il voit un assaut contre le projet le 27 septembre prochain à la place de la Nation, ajoute Réumi. L'opposition met la pression sur le régime. Première grosse manifestation de l'opposition sous Diomaye, écrit Vox Populi, qui met en exergue les exigences des partis membres de ATEL, qui, dans l'info quotidien, dénonce une régression démocratique sous Diomaye, qui, à leurs yeux, prétend décider seul par décret de questions relevant du domaine de la loi. Une méthode cavalière qui, aux yeux des opposants, ne saurait être acceptée dans un pays qui s'appelle le Sénégal. En opposant à la une d'Observateur, Amadou Ba, la cible de l'énorme défi, le journal revient sur les raisons des attaques de Pastef et l'exigence de renouveau. Amadou Ba, la menace pour le pouvoir et les conséquences sur son image, l'Observateur nous dit tout sur l'ancien Premier ministre du Sénégal. Le Sénégal qui marche à petits pas au rythme du projet, sur ça ses propos, évoque l'élaboration du nouveau référentiel des politiques publiques et fait part de concentration avec des organisations de la société civile, mais pas avec toutes les organisations. Il y a eu des appels, note source A, Alioune, président d'Africa Jom Center. En réalité, dit-il, même quand on critique le projet, c'est une façon de se l'approprier. Alioune estime que la pire des solutions au Sénégal, c'est l'exclusion et il recommande une méthode inclusive et participative qui permette à tout le monde à la fois de revendiquer les succès et les échecs. Babacar Fall du GRADEC, Alassane Seck de la LSDH, Eliman Khan de l'Ex-Africa, Moundiaye Cissé de l'ONG 3D, Brahim Seck du Forum Civil, tous notre source A disent avoir appris ces concertations à travers le communiqué du Conseil des ministres. C'est à se demander quelle société civile a bien été impliquée dans le processus d'élaboration du nouveau référentiel des politiques publiques, conclut mon confrère. Ouverture des classes, réunion sur la rentrée scolaire, qu'aucun élève ne soit exclu, y compris dans les écoles étrangères. Sonko ne lâche pas le voile, écrit Bospi le jour. D'ailleurs, un arrêté est attendu au plus tard le 27 septembre prochain pour conformer les règlements intérieurs des écoles à la Constitution. L'État remet le voile, titre le quotidien. Au total, 30 mesures ont été prises au terme du Conseil interministériel pour un bon déroulement de l'année scolaire. L'État avance et Pion, Pointe Sud, qui renseigne que le Sénégal est à pied d'œuvre pour une rentrée scolaire 2024-2025 dans les meilleures conditions. Et par rapport au port vestimentaire dans les écoles, les Échos parlent d'un Sonko intransigeant et droit dans ses bottes. L'État doit veiller à éradiquer toute forme de discrimination. Terminons par cette visite du chef de l'État à Ndiassane, la cité religieuse, selon Le Soleil, bénit la démarche du président Diomaye, notamment sur la création d'une direction des affaires religieuses et sur les relations entre l'État et le pouvoir spirituel. Le président Diomaye a d'ailleurs expliqué le choix de Jim Dramé au lieu de choisir un Domodara issu des rangs de Pastef pour diriger la dite direction. Bonne lecture à toutes et à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue, le dernier point donc de ce journal, le Conseil interministériel sur la rentrée scolaire, débat avec nos deux intervenants sur les 30 mesures annoncées pour une bonne année scolaire 2024-2025. Nous sommes avec Abdourahmane Gueye. M'excusez. Monsieur Gueye, bonjour. Allô, monsieur Gueye. Oui. Bonjour, monsieur. Oui. Monsieur Ngom Barthélémy. Monsieur Ngom. Vous êtes le secrétaire général de l'UDEN, membre du G7. Nous sommes également avec Siley Gorbalsi. Monsieur Si, bonjour. Bonjour, Barthélémy. Bonjour, vous êtes le président de la Coalition nationale éducation pour tous. Alors d'abord la parole au syndicaliste Abdourahmane Gueye, secrétaire général de l'UDEN, un syndicat membre du G7. Hier, s'est tenu un conseil interministériel consacré à la rentrée scolaire 2024-2025. Plusieurs mesures ont été annoncées pour une bonne année scolaire, 30 au total. D'abord, est-ce que les syndicalistes, comment vous, syndicalistes, vous appréciez un peu cette initiative des autorités, cette rencontre, avant d'arriver dans le fond avec les mesures annoncées? Merci de cette opportunité que vous nous offrez pour nous adresser aux Sénégalaises et Sénégalais.
pour des questions d'importance capitale. Vous dire d'emblée que nous avons été exclus de ce conseil interministériel. Et c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'un conseil interministériel soit tenu sans les représentants des travailleurs que nous sommes. Ça veut dire, je ne parle pas de l'UDEN, mais le G7, de façon générale, n'a pas participé à cette rencontre. Aucun des 7 syndicats représentatifs n'a été convié à cette rencontre. Et d'ailleurs, nous sommes en train de nous concerter pour voir quelle manière adresser une correspondance, en tout cas de protestation à M. le Premier ministre. Et ça dire que les 30 mesures annoncées ne vous engagent pas, vous, syndicalistes? Mais en réalité, nous n'avons pas été conviés, nous n'avons pas été au débat, nous ne pouvons pas nous prononcer. Même si je dois quand même reconnaître qu'en amont de cette activité, le ministre nous avait conviés à une rencontre pour nous annoncer qu'en réalité, le format qui a été retenu ne permettrait pas aux syndicats que nous sommes de participer. Et nous avions pris acte. Et hier, nous avons constaté qu'effectivement, ça a été comme décliné en amont. Même si une rencontre préparant cette rencontre a été préparée avec les syndicats, nous estimons qu'un conseil des ministres pour la rentrée. Conseil interministériel. Interministériel, on ne peut pas tenir une telle réunion d'une importance capitale et laisser en rade les syndicats que nous avons. Et je me dois quand même de rappeler que nous sommes les répondants des enseignants. Nous avons tenu des élections en bonne et due forme en mars 2023 et qui a consacré à la victoire, pour dire la représentativité de 7 syndicats. Au-delà de la légitimité, les résultats obtenus par ces 7 syndicats quand même consacrent une légalité. Par conséquent, partout par conséquent, le G7 est un interlocuteur crédible, c'est ça? Crédible. Donc, on ne peut pas comprendre que le nouveau gouvernement puisse se comporter de cette façon. D'accord. Et en conséquence, vous allez, dites-vous, adresser une lettre d'indignation, entre guillemets, au Premier ministre, c'est ça? Non, naturellement, on est en train de nous concerter pour nous accorder sur la teneur de la lettre, mais il est évident qu'on va protester. Parce que je crois que cette façon de faire, quand même, on ne peut continuer à prospérer dans un pays qui se cherche et qui doit asseoir une démocratie. Nous ne pouvons pas accepter de tels comportements. D'accord, M. Gaye Abdourahmane, secrétaire général de l'UDEN. Je reviens à vous tout à l'heure pour aborder les questions de fond, notamment les mesures, la quintessence des mesures annoncées. Siley Gorbalsi, alors vous de la société civile, j'imagine, contrairement aux syndicalistes, vous avez été associés, c'est ça, ou bien? Oui, même nous, on n'a pas été associés, on était très surpris. Parce que c'est la première fois dans l'histoire des rencontres interministérielles du Sénégal que nous ne soyons pas associés. On a été, nous aussi, vraiment omis dans la liste des participants. Donc le ministère ne nous a pas invités, même si c'est le Premier ministre du Conseil qui invite le Conseil interministériel, mais c'est la proposition du ministère de l'Éducation nationale. Et nous, on était là l'autre jour invités par le ministre dans une réunion préparatoire du Conseil interministériel. On ne pensait pas qu'on allait organiser un tel conseil et vraiment nous oublier. Donc, vous de la société civile, vraiment, on regrette vraiment cet acte d'ignorance, de nous ignorer. Et vraiment, on est surpris. Connaissant M. le ministre actuel de l'Éducation, qui était vraiment dans une démarche intégrée, une démarche quand même participative, qui rencontre tous les acteurs, on ne pensait pas qu'ils allaient organiser une telle rencontre. Et vraiment, cette rencontre s'est tenue au moment où actuellement, nous, au Sénégal, une rencontre africaine des droits de l'homme. Donc, on est en train de plaider pour le droit à l'éducation. Et là où je parle, il y a des éminentes personnalités des droits qui sont avec nous, les professeurs Babacar Gueye, les professeurs Abdou Sidibé. On est en train de réfléchir sur les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant en Afrique. Et l'éducation occupe une place vraiment importante dans ce domaine. Oui, l'éducation, le ministre, c'est vrai, vous aussi,
acteur de la société civile, vous n'avez pas été convié à cette rencontre, on comprend un peu votre position. Mais aujourd'hui, parmi les mesures annoncées, il y a en quelque sorte celles liées au port vestimentaire. Et là, le Premier ministre a insisté sur l'aspect inclusif de l'école sénégalaise. Et on attend en ce sens même un arrêté le 27 septembre prochain, si je ne m'abuse, pour que les règlements intérieurs des établissements soient en conformité avec la Constitution. Quelle est votre appréciation par rapport à cette sortie, cette position du Premier ministre concernant l'inclusivité de l'école? Oui, parce que là aussi, le Premier ministre, je pense, c'est annoncé, c'est adressé à la communauté éducative lors du Conseil interministériel pour ces décisions-là. Comme j'ai dit, nous, en tant que coalition éducation pour tous, qui œuvre pour le développement de l'éducation dans notre pays, nous n'avons pas été impliqués pour ce conseil-là. Donc, ça va être très difficile pour nous de nous prononcer sur cette question. Donc, mais quand même, nous pensons que le Premier ministre qui a une démarche participative, qui a eu dès la première rencontre avec les acteurs pour préparer la rentrée scolaire, pour préparer les examens scolaires, avait vraiment été dans une démarche participative. Et nous conseillons, par exemple, nous demandons au Premier ministre et au ministère de l'Éducation nationale de poursuivre cette démarche participative en recueillant les avis des différents acteurs pour pouvoir prendre des décisions vraiment adéquates. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure. Abdourahmane Gueye, secrétaire général, c'est vrai, vous n'avez pas été convié à la rencontre, mais j'imagine vous avez un peu parcouru ou vous avez une idée de la quintessence des mesures annoncées. Est-ce que vous pensez un peu que c'est des mesures qui peuvent participer vraiment à la bonne marche de l'école? Oui, je crois que nous avons lu avec une attention particulière les décisions qui sont issues de cette rencontre. Mais vous me permettrez de vous dire d'emblée que pour le port de voile, nous estimons que c'est un débat stérile qui n'a pas de sens parce qu'en réalité, il y a des questions beaucoup plus importantes que ça. Nous avons toujours cohabité ici. Il n'y a eu jamais de difficulté par rapport à cette situation. Je crois que les rares fois où le débat a été posé, ça a été estompé par le comportement des Sénégalais que nous sommes. Et je crois qu'il y a assez d'espace pour chacun de choisir sa ligne. Et nous devons le faire dans la paix et dans la quiétude. Je crois qu'il ne faut pas amener un débat qui risque de nous confronter et de nous diviser davantage. C'est à la limite pour moi périlleux et à la limite stérile. Maintenant, par rapport au déficit des enseignants, je crois que on a besoin de revenir sur ça. Oui, déficit des enseignants, déficit en table-banc. Et là aussi, le ministre a annoncé, le Premier ministre a annoncé une réfection de 100 000 tables-bancs, sans compter maintenant l'acquisition de plus de 70 000 nouvelles tables-bancs pour combler le gap. Oui, je dis à ce niveau-là, nous ne pouvons que saluer. Je crois que si nous constatons qu'il y a un déficit en table-banc et que l'on prenne le soin en tout cas de nous annoncer qu'on va régler ce problème, nous ne pouvons que saluer. Par rapport au déficit des enseignants, je crois qu'il nous faut aller vers un recrutement. Et à ce niveau, ce que nous réclamons, c'est que cela soit dans la transparence la plus absolue. Qu'on puisse organiser des examens en bonne et due forme et sélectionner les meilleurs Sénégalais qui soumissionneraient. Parce que si on ne le fait pas, on se verserait, à mon avis, dans le népotisme et ça, nous l'avons toujours décrié et nous continuerons à le décrier. Pour les autres mesures, je crois que l'introduction de la langue de l'anglais à l'école élémentaire, nous en avons déjà discuté avec notre ministère utilisateur. Nous saluons parce que nous estimons que quand même l'anglais aujourd'hui est un outil important. Et si tant est que nous nous organisons à mettre ça en branle dès les premiers âges, cela ne pourrait que renforcer en tout cas la vitalité de nos enseignements apprentissages. Par contre, nous l'avons déjà dit à qui de droit, la manière dont nous avons été informés nous avait sidérés. Mais quand on nous a expliqué et donné en réalité la quintessence de ce projet, nous avons apporté nos inputs. Et je me dois quand même de dire que le ministre a été très attentif et à la limite même il nous a écoutés sur un certain nombre de propositions et le débat continue. Par rapport au LINAC,
nous pensons qu'aujourd'hui, quand même, il n'est pas, à mon avis, inutile de penser nous réorganiser pour que la valeur ou les valeurs ne soient pas de 20 mots. Parce que vous le constatez avec nous, à travers les réseaux sociaux, ce que nous entendons, ce que nous voyons, ça gêne tout le monde. Je crois qu'il nous faut restaurer ce qui a toujours été notre fort, le respect d'autrui, le respect du plus âgé et le respect du prochain dans ses idées, dans sa manière de faire. L'essentiel, c'est de continuer à dialoguer. Et si on le fait dans le respect, chacun va donner son avis. Et je crois que chacun pourra écouter l'autre et on se comprendra. Sur cette question, nous n'avons pas d'objection par rapport à l'introduction. Par contre, sur la manière et sur les aspects, nous en avons aussi donné nos avis lors de la rencontre du 17 avec le ministre. Et je crois que c'est le lieu aussi de le dire sans jeter de fleurs que nous avons quand même un ministre qui écoute et qui a un esprit d'ouverture. Et je crois que ça, c'est quand même déjà salutaire, parce que si tant est que nous sommes les représentants des organisations syndicales, des travailleurs, si le ministère utilisateur nous écoute, je crois que nous avons assez d'expérience, assez d'expertise pour pouvoir donner notre input. Même si nous reconnaissons que le dernier mot reviendra en tout cas à ceux-là qui ont été élus pour faire marcher les choses. Mais vous louez quand même sa démarche inclusive. Merci beaucoup. Oui, je crois que c'est quelqu'un de très qui écoute en tout cas. Merci Abdourahmane Gueye. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h. Siley Gorbalchi, je termine avec vous. Parmi les mesures annoncées, il y a également celle concernant l'environnement scolaire avec les abris provisoires. Beaucoup de chantiers en vue pour éradiquer ces abris provisoires. Vous, de la société civile, vous vous préoccupez beaucoup de l'environnement scolaire, le cadre de vie des enfants. Et cette mesure-là, vraiment, quelle est votre position par rapport à cette mesure annoncée? Oui, moi aussi, à l'image de notre frère Abdourahmane Gueye, nous saluons aussi vraiment la disponibilité et même la démarche partenariale et inclusive de monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Vraiment, il recueille nos avis des différents acteurs sur différents domaines. Maintenant, ce que vous venez de dire par rapport à l'environnement scolaire, aux abris provisoires et autres, notre combat, c'est pour une éducation inclusive de qualité. Donc, on ne peut pas parler d'éducation inclusive de qualité, pour tous de qualité, sans pour autant un environnement scolaire sain. Notamment qu'il y a quand même éviter aller vers zéro abri provisoire. Donc, il faut vraiment qu'il y a un projet zéro abri provisoire au niveau du ministère. Nous pensons vraiment que les moyens qui sont destinés à cela aillent à vraiment enlever définitivement les abris provisoires dans notre système éducatif pour mettre les élèves et les enseignants dans de bonnes conditions de travail et d'enseignement. Là, c'est très important pour nous. Pour revenir aussi pour l'anglais à l'école, il y a aussi l'introduction des langues nationales à l'école. Nous sommes des acteurs aussi de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Je pense que ça aussi, c'est un point très important. Et nous n'étions pas au conseil interministériel, mais je pense que ça doit aussi faire partie des mesures qui ont été prises en rapport avec aussi l'introduction de l'anglais à l'école. Vraiment, nous aussi, on a donné notre avis par rapport à cela et nous voulons vraiment que ça n'aille pas trop vite et qu'on n'accélère pas les choses, anticiper et encore aller vers des résultats qui ne seront pas probants. Merci beaucoup Siley Gorbalchi. Nous sommes rattrapés par le temps. Le président de la Coalition nationale éducation pour tous. Merci également à Abdourahmane Gueye, secrétaire général de l'UDEN, membre du G7. Mesdames, messieurs, merci à vous. C'était Point de vue, le dernier point de ce midi, présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Amadine Ndiaye, réalisation Eladji Ndiogou-Diène. Il sera là dans moins de 7 minutes à 13h pour le journal en Wolof. Bonne suite de programme sur la RFM. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar.